des adaptations différentes en fonction du temps. En ce qui nous concerne, nous devrions plutôt vous dire que dans ce que nous comptons faire, c'est de pouvoir justement redonner à cet hôpital sa place dans la société et son rôle social important, tel que vous l'avez souligné. Mais sinon, cet aspect-là a été sauvegardé, bien qu'on soit arrivé à un état de dégradation très poussé. Vous êtes un fils de la maison, vous connaissez parfaitement l'hôpital. Est-ce que moi j'ai raison de croire que c'est pour des raisons de gestion que l'hôpital a connu tant de changements dans son statut? Mais je crois que c'est vrai parce qu'en fait, on a essayé de pouvoir appliquer plusieurs formules et finalement, on est passé à la formule actuelle qui est une entreprise publique à caractère social. Je crois effectivement, c'est les soucis des autorités, c'était pour essayer de faire en sorte que l'hôpital rejoue son rôle social au maximum. D'ailleurs, dans l'ordonnance présidentielle qui crée l'entreprise et qui met à la disposition de l'entreprise ses statuts, eh bien, le premier objectif fixé à l'hôpital, c'est justement pouvoir rendre, dispenser des soins à la plus grande partie de la population de notre pays. Donc, le caractère social revient encore en primeur. Vous êtes aujourd'hui le président délégué général de cet hôpital. Est-ce que vous saviez que vous alliez être nommé ou c'était une surprise pour vous? Mais écoutez, Francine, je ne saurais pas vous dire que c'est une surprise pour quelqu'un qui sait programmer sa vie. Ce n'est jamais une surprise. En fait, moi, je suis à l'hôpital, comme vous le savez, depuis très longtemps. Je suis d'abord venu plusieurs fois à l'hôpital comme stagiaire, parce qu'il faut que je rappelle que je commençais mes études de médecine ici au Zaïre, et puis finalement, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour aller étudier à l'étranger, plus spécialement en Belgique, donc à l'université de Liège. De là, je me suis rendu compte que j'avais une très bonne théorie de l'autre côté, mais la pratique était ici. Ce qui fait que pratiquement tous les 2 ans, je revenais donc à l'hôpital. Et ça, c'est vers les années 81, 82. Et donc, je connais un peu l'histoire de l'hôpital en tant que stagiaire. Et je suis revenu, une fois que j'ai fini mes études de médecine et que je fais ma médecine tropicale à Anvers, j'ai encore eu la chance d'être retenu comme assistant à l'université de Liège. J'ai demandé à mon professeur, mon maître, mon formateur, de venir à l'hôpital Mamaïemo. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Et là, encore une fois, je me suis imprégné un peu des réalités de terrain. Dès que j'ai fini ma spécialisation en gynécologie obstétrique et en échographie, je suis revenu à l'hôpital depuis bientôt 6 ans, où je m'occupais de la maternité, la plus grande maternité du monde, et de l'hôpital Mamaïemo. Et c'est de là que je suis devenu le PDG actuel, ce qui fait qu'il y a eu une préparation quand même quelque part. Bon, disons qu'à un moment ou un autre de votre vie, vous attendiez à cet événement. J'ai souhaité. Vous souhaitiez. Bon, docteur, avant de vous demander de faire un état des lieux de la situation de l'hôpital, nous allons suivre encore ce reportage que nous propose Brigitte Mopané sur la situation actuelle de l'hôpital Mamaïemo. D'une capacité d'accueil aujourd'hui de 2000 lits et 31 pavillons, les bâtiments administratifs inclus, l'hôpital Mamaïemo est la plus grande formation médicale du pays. 138 médecins y dispensent les soins, dont 47 spécialistes, 70 généralistes et 21 internistes. Il compte par ailleurs un grand nombre d'infirmiers, 793 au total, 76 laborantins, 12 pharmaciens, 9 dentistes, 28 kinésithérapeutes, 18 techniciens radio et 21 anesthésistes. Mamaïemo figure parmi les plus grandes institutions hospitalières africaines où sont acheminés beaucoup de malades, même ceux dont les cas sont jugés très graves ou désespérés. Devenu entreprise publique à caractère social, nous sommes en 1984, l'hôpital Mamaïemo, qui à sa création était jadis géré par les religieuses, a été par la suite confié au Fonds médicaux de coopération FOMCO. Il est confronté aujourd'hui à des problèmes de survie qui affectent son bon fonctionnement. Il ne reçoit plus de subsides de l'État et ne vit que de l'autofinancement, mis à part quelques interventions ponctuelles du gouvernement. Le service de restauration des malades, par exemple, est tout simplement inexistant. Ce service est assuré soit par les malades eux-mêmes, soit par l'association sans but lucratif Kolissa Bondeko Kobo, qui fait de son mieux pour respecter les régimes des malades, soit encore par des associations philanthropiques chrétiennes ou laïques. La morgue d'une capacité de 180 tiroirs n'utilise que 45 tiroirs qui fonctionnent dans un état acceptable.
Il y a lieu de craindre des débordements du genre accident de type K où des cadavres s'est compté par centaines. Sur 2000 lits prévus, 1692 seulement ont été installés. La pharmacie, qui à l'époque fabriquait elle-même des médicaments, a cessé d'être approvisionnée par l'État depuis 1988. Conséquence, les rayons destinés au stockage des médicaments pour tous les départements de l'hôpital sont vides. Un grand nombre d'appareils utilisés ici est d'origine américaine et date de 1974. D'où les pièces de réchange sont introuvables non seulement sur le marché local, mais encore et surtout sur les marchés américains. Les cuves de mélange sont à réparer. Tous les systèmes de climatisation est défectueux, ce qui handicape les conditionnements des médicaments et le stockage des vaccins et autres matières premières. Il n'y a pas d'agitateur pour mélanger les sirops. L'unique agitateur dont dispose la pharmacie des Mama Yemo est en panne. Donner à cette formation médicale un autre visage que celui de la désolation, tel est le grand défi des nouveaux responsables nommés à la tête de cet hôpital le 11 août 1996. Ils connaissent bien et même très bien l'hôpital pour y avoir travaillé. En effet, l'actuel chargé des missions à Mama Yemo faisant office de PDG, c'est le docteur Antoine Moudia Oyanjou. Il a pratiquement fait toute sa carrière dans cet hôpital. Diplômé à la fois de médecine générale de l'Université d'État de Liège en Belgique et de médecine tropicale d'Anvers toujours en Belgique, le docteur Moudia est un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique. Échographiste, il était il y a peu médecin-chef de service de la maternité de l'hôpital Mama Yemo. C'est donc un vrai fils de la maison. Il est marié et père de 3 enfants. Alors, docteur, vous avez suivi ce reportage. Est-ce qu'il correspond à la réalité que vous avez trouvée sur les lieux? S'il n'est pas complet, que n'avons-nous pas dit dans ce reportage? Vous avez dit l'essentiel, Francine. Je crois que l'hôpital est dans l'état que vous décrivez, mais il faut quand même que j'ajoute quelque chose parce qu'en fait, l'hôpital mérite son nom d'entreprise. En dehors de services que nous pouvons rendre en matière de soins de santé, l'hôpital est véritablement une usine. Parce qu'en fait, l'hôpital compte en son sein une imprimerie qui est capable de pouvoir, par exemple, de fournir les imprimés pour tous les départements et même pour les autres hôpitaux. Et ça, ce sont des choses qu'on oublie. Et l'imprimerie dans quel état maintenant? Mais dans un état acceptable, il nous faut de petits moyens pour relancer les activités de cette imprimerie parce que pour le moment, la plupart des départements vont s'approvisionner à l'extérieur. Parce qu'en fait, l'imprimerie tournait au ralenti et il y avait des commandes qui n'étaient pas satisfaites parce qu'il y avait telle matière première qui manquait. Alors nous voulons justement relancer cette imprimerie. En dehors de l'imprimerie, il y a un atelier de confection. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous voulons rhabiller tous les personnels de l'hôpital, nous pouvons le faire. Il suffit d'avoir des tissus et il suffit d'avoir des moyens pour le faire. Nous avons un atelier de menuiserie. Le problème, par exemple, de cercueils qui manquaient, des indigents qu'on ne savait pas enterrer, eh bien, je crois que ce sont le problème que nous pouvons désormais résoudre en fonction de moyens dont nous allons disposer et avec certainement l'aide de sociétés comme Suforzal qui peuvent nous aider en matière de bois et consort pour essayer de faire le meuble pour l'hôpital, pour essayer de faire le cercueil dans le cas où les indigents ne peuvent pas être enterrés. Mais il y a un grand garage qui peut entretenir tous les chars automobiles de l'État, par exemple. Ce serait aussi des entrées pour l'hôpital. Il faut dire que ces garages est désert aujourd'hui, est plein d'épaves, mais nous sommes en train justement de vouloir les restaurer. Il y a la pharmacie dont on vous a parlé. C'est une usine pharmaceutique, en fait. Cette pharmacie pouvait fabriquer des comprimés, fabriquer de perfusions pour tout l'hôpital et même pour tous les pays. Il suffit de donner aux responsables de cette pharmacie les moyens qu'il faut pour que, en fait, elle redevienne une industrie pharmaceutique authentique. Nous avons également tout un atelier de mécanique et d'électromécanique pour entretenir, et du froid, pour entretenir en fait tous les appareils électroniques dont disposerait l'hôpital, parce qu'en fait, pour le moment, il n'y en a plus beaucoup, mais dans l'avenir, nous n'aurons pas besoin de pouvoir les chercher ailleurs, par exemple, pour remettre en état ces appareils ou pour les maintenir à bon état. Donc, en fait, l'hôpital est véritablement une entreprise. C'est ça, docteur, puisque vous en parlez dans ces termes-là, est-ce qu'on peut considérer que dans la politique que vous avez définie à suivre pour cet hôpital, vous avez écrit quelque part que vous allez réhabiliter tous ces services, tous ces départements?
Mais écoutez, les intentions sont là. Hein. Les problèmes, Francine, c'est des moyens. Parce que les intentions sont là. Mais les choses que nous devons faire et que nous pouvons faire sont en train d'être faites. Je ne sais pas, ces images que vous avez montrées ont été tournées il y a 3 semaines. Si vous y allez maintenant, j'aimerais bien sûr que vous soyez de retour un jour là-bas, dans 3 mois, et venez voir. En tout cas, ce qui concerne la propreté, l'hôpital est redevenu propre. Vous ne trouvez plus des pagnes qui sont étalées sur des pelouses. Vous n'avez plus de gens qui font leur cuisine dehors. C'est par quel miracle? Le miracle de la volonté de pouvoir expliquer aux gens, c'est une question des cultures. Vous savez, en fait, chez nous en Afrique, on devrait normalement, si on doit suivre la coutume, et à côté de chaque hôpital, construire un hôtel. Parce que lorsque vous hospitalisez un membre de famille, c'est tout les clans qui viennent. Et évidemment, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les immondices, les amoncellements de feuilles de banane, de manioc. En fait, on a dit que c'était fini cela. Hein. C'était quand même un hôpital. Et maintenant, c'est plus ou moins clair et propre. Est-ce que, docteur, je peux comprendre qu'aujourd'hui, les membres de famille n'accompagnent plus, ne restent plus avec les malades mais on va pas dire... des jours et des jours? Oui, mais Francine, c'est normal. Lorsque vous avez un parent qui est hospitalisé, c'est votre droit le plus élémentaire d'aller lui rendre visite. Mais que vous veniez alors chacun à son tour. On ne peut pas venir par centaines pour voir une seule personne. Si vous avez 10 lits dans une salle, ben, les gens ne les tiendront pas. Tout ce que nous faisons, c'est réglementer les visites. Et s'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un pour garder une personne malade, gravement malade, ben, ce sera une personne, ce sera plus une dizaine. Voilà, ce sont des choses simples à réglementer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Alors, parlez-nous un peu de votre nouvelle politique. Oui, mais la politique est simple, Francine. Cet hôpital, vous l'avez dit, c'est un hôpital social. Nous recevons la plus grande partie de la population. Et une population que vous connaissez dans quel état de misère elle existe. Alors, nous voulons faire en sorte que l'hôpital reprenne son caractère social. Vous savez, à l'époque, Francine, il était difficile de passer pendant les heures de service sur l'avenue Wangata, où il y avait en fait ce qu'on appelle la polyclinique, où on distribuait les soins communautaires. Maintenant, c'est désert. Les gens sont partis parce que l'hôpital n'avait plus de système d'accueil. Ces services de soins communautaires ne fonctionnaient pas. Nous, donc, notre priorité, parmi tant d'autres, c'est de pouvoir refaire en sorte que la population soit de nouveau soignée, soit de nouveau prise en charge dans des conditions tout à fait humaines et sans beaucoup de tracasseries. Et ça, c'est un des objectifs et que nous pouvons facilement atteindre avec l'aide de l'autorité. J'ose croire que si les autorités nous ont fait confiance, ils pourront, malgré les difficultés qu'ils traversent, ils pourront mettre à notre disposition de petits moyens pour relancer ce genre de choses. Il y a les problèmes de la saleté, le problème de l'insalubrité et de l'hygiène au sein de l'hôpital. Ça, c'est aussi une priorité des priorités. On ne peut pas aller dans un hôpital pour revenir avec une maladie, Francine. On y va pour guérir, on y va pour être soigné, pas pour ramasser le choléra, pour ramasser autre chose. Et là, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions refaire en sorte que l'hôpital retrouve sa robe d'antan, retrouve sa propreté, retrouve l'hygiène. Et nous le faisons avec le peu de moyens dont nous disposons, mais nous attendons que les gens de bonne volonté, Francine, je lance un appel vibrant à toute la population zaïroise. La personne qui peut nous porter main forte pour mettre la propriété à l'hôpital, nous donner un peu de médicaments, nous donner, eh bien, ces médicaments, ces matériels sera mis à la disposition de la population quinoise. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous un peu avec beaucoup plus de détails ce que vous faites pour lutter contre l'insalubrité. C'est quoi? Vous avez une équipe de nettoyeurs? D'accord. C'est que, comme nous sommes arrivés, nous avons posé la question de savoir s'il y avait une équipe d'assainissement. Eh bien, on m'a présenté 45 personnes et qui étaient là, qui sont des agents les agents de l'hôpital et qui sont là depuis des années. Ce sont de vieux papas admirables qui font ce travail presque à main nue dans les égouts et tout ça, et qui sont fatigués, et il y en a qui sont morts parce qu'ils travaillent, ils s'exposent à toutes ces sortes d'intempéries, d'insalubrité sans être protégés. Ils étaient 45, c'est ce qu'on nous a dit, et quand j'ai posé la question de savoir s'ils avaient un outil de travail, eh bien ils m'ont dit que pour 45 personnes, il y avait 5 coupes-coupes, Francine. Alors je me suis dit, avec 5 coupes-coupes, sans moyens, je ne sais rien faire. J'ai appelé mon personnel pour leur dire, écoutez, nous sommes venus pour travailler. L'hôpital nous appartient. La plupart d'entre vous sont là depuis des années. Ils ont grandi ici, mais on ne peut pas attendre que les gens viennent de l'extérieur pour nous aider. Et nous sommes mis au travail. Chacun a amené
qui un coupe-coupe, une machette, une houe, une bêche, un balai, et on s'est mis au travail. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une armée débarquer. Une armée, donc une partie de l'armée, la garde civile. Ben, eux qui débarquent, comme par enchantement. 500 militaires viennent nous aider à débroussailler l'hôpital. Vous n'avez lancé aucun appel? Ben, écoutez, un appel, c'est-à-dire j'en parlais, je passe à la télévision, je suis passé par ici, et les gens ont écouté, les gens sont venus. Donc, vous savez, la solidarité, parfois, elle est rien. C'est ce que nous avons connu, par exemple, à l'époque du crash de type K. Les gens sont venus spontanément. Ça. Et tout, Francis, c'est une question de gérer les dons aussi, hein, parce que les gens vont venir se mobiliser. Et là, je suis en train de les rassurer. Nous avons mis sur pied une commission de gestion des dons et qui est composée de la plupart de gens que je peux juger intègres. Par exemple, tous les aumôniers, l'aumônier catholique, l'aumônier protestant, l'aumônier kimbanguiste, les représentants de services sociaux et autres. En fait, c'est pour crédibiliser un peu ça, parce que nous avons beaucoup souffert de ce qui s'est passé pendant le crash type K, où on a accusé l'hôpital et surtout les autorités de l'hôpital de tous les maux. Là, vous anticipez un peu, docteur, parce que j'avais prévu de vous poser une question là-dessus. Voilà. On va y revenir, mais c'est très bien. Donc, en fait, je vous dis que les militaires sont arrivés et nous avons donc déclenché une campagne d'assainissement de 15 jours et maintenant l'hôpital est propre. Tous les problèmes, Francine, maintenant, c'est de faire en sorte que la propriété se maintienne. Mais nous avons encore de gros problèmes de peinture parce qu'il faut quand même faire en sorte que l'hôpital mette une robe propre, une nouvelle robe, et ceci, c'est en matière de peinture. Et là, encore une fois, nous lançons un appel vibrant aux gens de bonne volonté pour nous donner qui un pot de peinture ou tout est bienvenue pour qu'on puisse se redonner à l'hôpital son éclat d'attente. J'espère que l'hôpital a aussi trouvé des endroits où, pour se débarrasser de tout ce qu'on extrait du corps humain, parce que j'ai entendu dire que en fait, ce sont les personnels de l'hôpital qui sont aussi responsables de la présence des rats, des souris, parce que tout ce qu'on extrait du corps humain, ils sont jetés par terre. Et les rats en profitent pour... Il ne faut pas exagérer, Francine, parce que les gens écoutaient un jour, moi-même je suis passé, j'ai vu un morceau de pied dehors. En fait, vous savez, l'hôpital Mama Yemo, c'est une usine médicale. Bon, on vous l'a dit, nous avons à peu près 138 médecins et un service de chirurgie le plus fourni. Les amputations se font à longueur de journée, les ablations et les accouchements, les placentas et tout ça, normalement, devrait être bien gardé dans des châssis en plastique, fermés et incinérés. Il a été malheureusement constaté que l'incinérateur de l'hôpital est en panne depuis quelques mois, je dirais quelques 6 mois, et nous sommes en train de nous atteler pour que ce genre de spectacle ne se reproduise pas. Évidemment, ça fait mal au cœur, ça fait peur même pour certains de pouvoir comme ça trouver un membre de corps humain, parce qu'en fait, il y a quand même du respect à donner à l'homme, et ça c'est vrai, c'est malheureux, mais ce sont des choses que nous allons éviter absolument. Alors, si on parlait un peu de cette commission qui va gérer les dons, parce que je suis intéressée à savoir comment les dons qui sont venus après le crash de marché de type K a été géré. Mais je ne peux pas répondre de la gestion de mes prédécesseurs. Mais vous avez trouvé quand même quelque chose dans le document de la réviser. Effectivement, il y a un document, mais il y a un audit qui est commis et qui est en train de faire son travail. Et ce n'est qu'après ce travail que je pourrais me prononcer de la bonne gestion ou pas de ces dons. Mais toujours est-il que le bruit a couru dans le mauvais sens. Mais je crois qu'il ne faut pas commencer à incriminer les gens ici. Les gens qui nous ont précédés ne sont pas nécessairement des gens qui sont allés là pour faire autre chose que d'aider un peu l'hôpital, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils ont fait un travail remarquable. Par exemple, ils ont mis sur pied un document qui doit désormais servir de document des bases pour la gestion de l'hôpital. C'était leur mission. Ils nous ont laissé un document que nous avons signé dernièrement, qu'on appelle les protocoles d'accord entre les employés et l'employeur. En fait, c'est un comité de gestion qui a pu faire tant bien que mal, qui a pu rendre de gros services. Maintenant, s'il y a eu quelques manquements, ben, ce n'est pas à moi de le dire maintenant, parce que je n'ai aucune preuve que les dons ont été mal gérés, mais les gens en parlent. C'est pour cela que je ne voulais pas me mêler de cette affaire. J'ai essayé de mettre sur pied un audit qui est en
rentrée de pouvoir faire son travail. Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce domaine-là? Ah ben, moi, je vous ai dit que je me débarrasse complètement de ces histoires. La direction générale n'a pas à se gérer de dons, mais il doit avoir un droit de regard. Donc, il y a des personnes indépendantes qui doivent gérer ces dons pour nous et les orienter pour faire en sorte que bon, l'hôpital en bénéficie réellement. Donc, ça, c'est une façon de faire. Nous n'avons pas besoin de nous mêler de dons en argent ou en quoi. Si on donne quelque chose à l'hôpital, c'est pour l'hôpital. Il faudra que les gens qui sont à l'hôpital pouvoir en profiter, à bénéficier. Docteur, quelle est votre politique en matière de tarification? On sait que l'hôpital est un hôpital à caractère particulièrement social. Donc, à l'origine, l'hôpital a été créé pour n'accueillir que la population d'indigènes. On comprend que c'était pour... Exactement, c'est les gens qui étaient démunis, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais pour lesquels il y avait des médicaments donnés gratuitement. Ça, il faut aussi s'en rappeler. C'est-à-dire que les gens, quand ils venaient à l'hôpital à l'époque du Congo, ben, ils venaient parce que l'État avait mis à leur disposition de médecins, un personnel médical de qualité, un outil de travail assez performant avec le consommable qu'il fallait. C'est-à-dire, on venait, on était agent de l'État, on était militaire, on était reçu, il suffisait de montrer ses papiers, on était pris en charge entièrement en ce qui concerne les consultations, les examens paracliniques, en ce qui concerne les interventions ou les hospitalisations, tout était gratuit pour la plupart des gens. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'hôpital n'a plus de moyens. L'hôpital n'a pas de subsides, vous l'avez dit. Mais il faudra quand même soigner la plus grande partie de la population. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que le service dont je vous ai parlé, les services des soins communautaires, où normalement tout le monde doit passer obligatoirement en dehors des urgences, n'existait plus. Les gens s'adressaient directement à des services spécialisés. Francine, vous serez d'accord avec moi, dans tous les pays du monde, lorsque vous allez voir un spécialiste pour l'œil, ça coûte plus cher que quand vous allez d'abord voir un généraliste qui risque simplement de vous administrer des gouttes et résoudre votre problème parce que ça ne nécessite pas une intervention, par exemple. Mais ce qui se passe maintenant, on va directement voir les spécialistes. Et la médecine spécialisée coûte cher. C'est pour ça. Nous allons, par les biais de la restauration, de la restructuration de ces services de soins communautaires, faire en sorte que la population puisse avoir la possibilité d'accéder facilement aux soins. Mais moyennant un paiement quand même, parce qu'il faudra que l'hôpital tourne. Je vais risquer une question. Pour un fonctionnaire, il devra payer quoi, par exemple? C'est pas encore décidé? Non, ça dit que c'est à l'étude. C'est à l'étude. Il faudra tenir compte du pouvoir d'achat de la population, mais il faudra aussi tenir compte de la survie de l'hôpital. Ça, on va trouver un juste milieu, de manière que lorsqu'on vient à l'hôpital, qu'on puisse être soigné. Si, par exemple, il faut vous administrer de l'aspirine, parce que vous avez de maux de tête qu'on appelle des céphalées, il ne faille pas prescrire une ordonnance pour cela. Voilà. Si vous devez donner, je ne sais pas moi, une goutte nasale à un enfant et qu'il ne faille pas prescrire nécessairement une ordonnance, que ceci soit compris dans la consultation, par exemple. En fait, c'est à ça qu'on voudrait arriver. Et évidemment, je crois qu'avec l'appui du gouvernement qui nous a mis en place, nous sommes persuadés que ça ira très rapidement. On pourra être en mesure de pouvoir servir toute la population. Mais docteur, vous devez aussi voir du côté de la prise en charge, la prise en otage des malades, des gens qui après une opération, n'ont pas le moyen de payer la facture et qui sont retenus parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut voir de ce côté-là. Bon, il faut dire une chose, parce que je vais revenir à la question que vous avez posée, la question de tarification. Il faut quand même que vous, dans le changement dont vous avez parlé tout à l'heure, il est arrivé à un moment donné, depuis quelques 3 ans, que l'hôpital a opté pour une gestion décentralisée. Il y a donc des entités décentralisées. Chaque département est devenu quelque chose de partiellement autonome, c'est-à-dire sur le plan de gestion de son propre matériel, de son personnel, sur le plan de l'achat de quelques médicaments de première nécessité. Évidemment, les gros achats restent donc c'est du ressort de l'hôpital et de la direction générale. Ce qui fait qu'en fait, il y a des tarifs qui sont de l'émanation justement de la direction générale, mais qui sont appliqués au niveau de chaque département. Et ce qu'on déplore, c'est que depuis un certain temps, il n'y avait pas une coordination, il n'y avait pas une politique qui devait coordonner, par exemple, le réajustement des tarifs.
Depuis que je suis arrivé, ça s'est passé il y a 3-4 jours, j'ai appris que certains départements réajustaient. Je leur ai dit, ce ne sera plus question. Nous devons toujours nous mettre autour d'une table en tenant compte des fluctuations de notre monnaie pour pouvoir établir une politique tarifaire commune. Et donc, il ne sera plus question que chaque département s'amuse à pouvoir faire n'importe quoi. Il y avait aussi un problème de manque d'autorité, je crois, à l'époque, mais je crois aujourd'hui, il y a une autorité à l'hôpital. On pourra faire en sorte que ce soit ainsi. Donc, au niveau des départements, qui sont donc des entités spécialisées, il y a des tarifications, et je vous parle surtout de soins communautaires, où il y aura une politique tarifaire de manière à pouvoir faire en sorte que toute la population puisse accéder aux soins. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, si je comprends bien, vous n'avez pas dit non à la prise en otage des malades, quoi. Non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé quoi, c'est que les gens n'arrivent pas à payer ce qu'on leur demande dans les départements. Ce qui s'est passé quoi, on ne les laisse pas sortir. Mais on ne les prend pas en otage. On leur dit, écoutez, vous êtes là, vous essayez de vous arranger pour nous payer ne fût-ce que la moitié de ce qu'on vous demande. Et ça aussi quand même, Francine, parce que nous devons faire face à des urgences, nous devons nous devons acheter des médicaments nous-mêmes. C'est en fait un peu de l'autofinancement que nous recherchons. Mais si nous avons, je ne vais pas vous donner des chiffres ici, nous avons par exemple pour les 6 mois passés à recouvrer à peu près 11 milliards. 11 milliards sur des indigents, soi-disant, sur les fonctionnaires de l'État, l'armée, le personnel de l'hôpital qui est soigné aussi, parce qu'il faut le faire tant bien que mal, parce que là aussi c'est notre politique, il faut faire en sorte que tout le monde soit bien soigné. Donc nous avons un manque à gagner important. Et je vais présenter ces dossiers au gouvernement. Si nous avons les fiscs et ces manques à gagner, ça peut nous permettre déjà de relancer la plupart des activités dont nous avons la charge actuellement. Donc c'est un problème. Et alors ces malades restent là-bas, ils sont gardés dans leur pavillon, ils ne sont pas stockés comme on l'a dit quelque part, ils restent, ils gardent parfois, ils nous causent un manque à gagner important, parce que parfois ils sont 2 ou 3 par lit, ça c'est vrai, mais ils sont malheureusement pour nous nourris, bien nourris, c'est malheureusement j'ai dit parce que ça justement permet à ces gens de rester le plus longtemps possible parce qu'ils sont nourris. Et je vous dis par exemple, il y a des spectacles que nous vivons pendant les heures de repas, lorsque la fondation Kobo, que je remercie ici, qui fait un travail magnifique, qui aide notre population à recevoir des soins en étant nourris, parce que ça aussi c'est un autre problème. Étant donné que l'hôpital n'arrive plus à nourrir les malades, eh bien, cette association fait ce travail depuis des années, en train de nourrir gratuitement les malades, 3 repas par jour. Et les gens qui ne payent pas en profitent, les indigents. Ils restent à l'hôpital le plus longtemps possible, en train de manger. Et il y en a d'ailleurs qui sont restés 1 ou 2 mois là-bas. Et les enfants ont commencé à marcher. Alors, enfin, j'exagère. Est-ce que l'hôpital va rester, va continuer à recevoir les services de l'association Kobo mais ça, sans penser lui-même à faire quelque chose, j'aimerais bien qu'un jour que l'hôpital puisse se prendre en charge. Mais quant à demander à une association qui nous aide si gracieusement de partir... Pas de partir, mais que l'hôpital aussi contribue. Mais bien sûr, il faudra que l'hôpital s'en charge. L'hôpital va faire en sorte que il remplisse son rôle dans tous les domaines. Il n'y a pas de problème. La prise en charge de la restauration des malades, c'est du ressort de l'hôpital. Nous devrions y arriver. Mais le problème, c'est quoi? Si maintenant, avec le soin et les consultations, cette population n'arrive pas à faire face à la facturation, vous trouvez bien, Francine, que le jour où nous allons ajouter en plus la restauration, il va se poser des problèmes également. En fait, on doit étudier toutes ces questions-là. D'accord. Est-ce que l'hôpital a des installations sanitaires viables? Viables, des installations sanitaires dégradées. Il faut le dire. C'est encore un gros problème, Francine. Mais comment on fait avec tous les malades et tous les personnels? Mais vous l'avez dit, l'hôpital est construit depuis 1912. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Normalement, il y a une politique de restauration de ces installations. Mais ça n'a jamais été question, Francine. C'est le gros problème. Les bâtiments sont vieux, ça date de cette époque-là. Vous savez bien qu'en 1923, ils ont construit 7 pavillons. Les autres qui sont venus s'ajouter après, ils datent de 20 ans au moins. Mais on n'a jamais renouvelé ces genres de choses. Et puis, il y a eu des bâtiments qui sont venus s'ajouter. Et au contraire, on n'a pas respecté les normes architecturales, à tel point qu'il y a eu certains égouts, certaines tuyauteries qui ont été bouchés. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de problèmes de fosses septiques, il faudra les vider, et ça, il faut des moyens aussi. Donc là, nous avons de gros problèmes. Je vous ai dit que l'hôpital est propre,
mais les odeurs continuent quand même. Ben, on va essayer de vider les fosses septiques. Il faut s'attendre à des gens. Il y a des organismes de l'État comme PENA. Je suis allé voir maman gouverneur qui m'a dit qu'elle est sensibilisée, qu'elle pourra faire quelque chose pour nous. J'espère que ça ne va pas tarder à venir et il y a les pluies qui reviennent. Aux alentours de l'hôpital, vous avez vu que les gens sont venus presque camper, envahir l'hôpital. Vous avez des kiosques, vous avez ceci. Ces gens-là doivent être mis en contribution pour la propriété et l'assainissement au niveau de l'hôpital. Et voilà. Vous avez des ambulances à l'hôpital? Pas du tout. Eh bien, quand je suis arrivé, Francine, je vais vous dire une chose. Je posais la question à mon prédécesseur en ce qui concerne le shower automobile. Zéro, rien. Il y avait une ambulance, le don de Koweït, qui était là, qui traînait, qui avait quelques petits problèmes, notamment la batterie, le pneu. Eh bien, quand on est arrivé, on l'a ressuscité. C'est le seul véhicule de l'hôpital. Là, encore une fois, c'est un problème. Si vous en avez une ambulance, vous pouvez déjà venir nous la donner. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Le personnel n'est pas véhiculé du tout. Ça aussi, c'est un autre problème. Je viens avec un esprit nouveau. Je demande à tout le monde de venir au travail à temps. Eh bien, les gens, je ne peux pas demander trop aux gens. C'est-à-dire, moi-même, j'ai une voiture, Dieu merci. J'arrive à 7h30. Mes collaborateurs du comité de direction qui viennent à pied, et heureusement que depuis un certain temps, cette ambulance leur sert de transport. Mais à l'époque, j'arrivais à 7h30. J'attendais 11h avant de pouvoir commencer à collaborer avec les autres. Et c'est ça le problème, c'est ça la réalité. Mais les médecins, au moins, sont véhiculés. Mais le médecin, vous en avez 138. par les propres moyens, il y en a combien qui sont véhiculés? Les médecins viennent avec le malade dans le foula-foula, dans le taxi-bus. Ils sont comme ça, c'est les médecins zaïrois. C'est de l'apostolat, il faut aussi dire ça. Ça ici, c'est une occasion de leur lancer un vibrant hommage, les médecins zaïrois, le personnel de santé tout court. C'est vrai, c'est de l'apostolat, ça on ne le dit pas assez. Puisque vous lancez un hommage, est-ce que je peux considérer que le serment d'Hippocrate a encore de la valeur pour le médecin? Et évidemment, Francine, il y a quelques exceptions. Il ne faut pas dire que le monde n'est pas fait de saints. Il y a parmi eux des gens qui ne respectent pas leur déontologie, qui ne respectent pas leur noblesse, parce que le médecin, ou disons la profession médicale, le paramédical, et c'est une profession noble, parce que la matière précieuse qui est à notre disposition, c'est l'homme. Donc en fait, il y en a parmi eux qui ne respectaient pas ça, mais là, il y a l'ordre de médecins, il y a des corporations qui veillent à ça. Mais il y a un fait que ces gens se sacrifient littéralement. Je ne vais pas parler de leur salaire, je ne vais pas parler des primes qu'ils ont. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Malgré le fait qu'on raconte pas mal de choses, mais il faut quand même le dire très haut, très vivement ici et très haut, que ce sont des gens qu'il faut féliciter, qu'il faut remercier. Et docteur, et dans quel état se trouve la morgue? Mais dans l'état que vous avez vu, plus ou moins acceptable, disait Mopane tout à l'heure, c'est-à-dire que la morgue est propre aujourd'hui. Il n'y a plus d'odeur. Ça, c'est bien. Et les alentours sont propres. Les militaires sont venus couper toutes les herbes. Alors, ça va et c'est propre, mais les problèmes de capacité, nous n'avons que 45 tiroirs. Au moment où je vous parle, ce matin, il y a encore 134 corps. Alors, vous vous imaginez vous imaginez ce qui se passe? Ah oui, oui. Donc, dans le tiroir, et les enfants, par les morts-nés, on les entasse les uns sur les autres. Ce sont des choses qui ne doivent pas perdurer. Mais il y a une nouvelle morgue qui a été construite. Mais c'est cette nouvelle morgue, justement. L'ancienne a été fermée. Ah bon? Oui, l'ancienne a été fermée. Elle ne peut pas être réhabilitée. Ah ben, je voudrais bien qu'on me donne les moyens. Je ne demande que ça. C'est un problème de climatisation? Un problème de climatisation, mais non. Le problème de climatisation est résolu, mais pour 45 tiroirs. Mais il y a de la place pour mettre à peu près 200 tiroirs dans un premier temps, et qu'on me donne le moyen. Francine, il faut appeler les gens pour qu'ils me donnent le moyen. Ah bon, c'est un problème, docteur. C'est un problème. Alors, je sais pas, vous avez un appel à lancer, je crois que vous avez tout dit. Francine, j'ai tout dit, parce que, en fait, ce que j'aimerais dire, Francine, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas attendre que l'extérieur vienne nous aider. J'étais en Europe pendant très longtemps. Chaque fois qu'il y avait un problème, il suffisait qu'il y ait un appel à la télévision et la radio. Toute la population s'est massée. Qui avait, je ne sais pas moi, un drap, qui avait je ne sais pas moi, un lit, qui avait, je dis, bon, dans le cas d'aide humanitaire pour l'Afrique, les gens s'est mobilisés, et même pour eux-mêmes, s'ils se mobilisent, ils sont solidaires. Et je crois que cette solidarité africaine dont nous avons parlé tant devrait maintenant jouer.
Et je dis ici aux commerçants, j'ai dit ici aux gens de bonne volonté, aux industriels, et aux gens qui fabriquent des peintures, aux gens aux concessionnaires de véhicules, qui peuvent nous donner, d'écouter tout ça, et le gouvernement lui-même. Parce que le problème, c'est quoi? Normalement, le gouvernement devait nous prendre en charge entièrement. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le même gouvernement a des problèmes aussi. Il faut quand même dire quelque chose. Francine, j'ai de la chance. Au moment où je suis arrivé, le gouvernement Kengo avait déjà commencé la restauration d'un bâtiment, avait déjà commencé la restauration de la chirurgie. Donc aujourd'hui, quand vous entrez à l'hôpital, vous tombez sur un beau bâtiment d'urgence, de réanimation, avec des blocs opératoires qui sont en train d'être équipés par ces fonds-là. Et vous voyez quelque chose de formidable. Vous vous retrouvez momentanément en Suisse. Mais ce qui frappe, Francine, c'est que vous sortez de ces bâtiments et vous retombez de nouveau dans la poubelle, dans la misère. Je demande ici au gouvernement de continuer cet effort qu'il a commencé, et je lui en remercie, de manière à redonner à l'hôpital. Moi, j'aurais voulu que tout l'hôpital redevienne comme ces bâtiments de chirurgie, de réanimation et des urgences. Et même si on peut y arriver d'ici 2 ans, il faudra qu'on y arrive, Francine. Ce serait bien. Docteur, est-ce que vous avez changé quelque chose dans le fonctionnement de l'hôpital, dans les services, l'accueil et tout? Oui, mais écoutez, c'est ce que je suis entré dans mon programme pour redonner justement cette nouvelle image, ma image nouvelle. Eh bien, il y a cette réhabilitation, par exemple, le service de sécurité et de surveillance de l'hôpital. Ils ne sont pas habillés. Ils sont dans dans des haillots, il faut le dire. Il faut les habiller. Il faut qu'ils soient habillés. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils soient propres. Parce que ça, déjà, c'est l'accueil. Le personnel lui-même, le médecin a des problèmes pour s'habiller. Les problèmes d'outillage de travail, les stéthoscopes, le tensiomètre, tout ça n'existe presque pas dans certains pavillons. Il faut faire en sorte que tout ça soit renouvelé. Mais c'est un défi que nous nous lançons en nous-mêmes, c'est-à-dire en nous, peuples aérois. C'est un des plus grands hôpitaux du monde. Tout le monde le sait. Et je vais vous donner un exemple pour vous donner une idée de ce qui s'est passé. En 1975, il y avait 50 000 accouchements par an. Il y a 6 mois, eh bien, il y a simplement 1800 accouchements. Nous sommes passés de 170 accouchements par jour à cette date-là, en 1975, à 9 ou 6 accouchements par jour aujourd'hui. C'est scandaleux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, mais c'est un état de dégradation avancé. Nous devons faire en sorte que cet hôpital revive. Donc disons que les malades aussi ont déserté l'hôpital en quelque sorte. Mais les malades ont déserté l'hôpital pour plusieurs raisons, parce que ça coûtait un peu plus cher, parce qu'ils allaient directement dans les services spécialisés, parce qu'il y a la saleté, il y avait la saleté, et parce que l'accueil n'était pas... L'hôpital aussi était assimilé à la mort. Oui, c'est un peu la mort, oui. Mais on avait l'impression, quand on entrait, de ne plus ressortir. C'est vrai, mais maintenant on peut en sortir. Oui. Il faut redonner de l'espoir aux gens. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes obligés de pouvoir redevenir un hôpital, c'est-à-dire un lieu où on vient se faire soigner et en sortir vivant. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un hôpital de référence. Hein? Il ne faut pas oublier ça aussi, on exagère. La plupart des gens qui viennent parfois à l'hôpital Mama-Yemo, ce sont des gens qui ont été partout et qui sont arrivés à un état presque terminal et qui arrivent. Donc, d'où le nombre de morts. Mais nous en sauvons quand même quelques-uns, même dans cet état dépassé. Donc, il faut rectifier les choses. Alors, docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez griffonner quelque chose dans le livre d'or de l'émission. J'ai failli dire de l'hôpital. Oui, c'est la même chose. De notre émission. Oui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi État des lieux, qui a reçu le docteur Antoine Modia Oyanjo, qui est l'actuel PDG, l'actuel président délégué général de l'hôpital Mama-Yemo. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a dit. J'espère vraiment de vous retrouver dans deux semaines pour un autre sujet d'État des lieux. Au revoir.